Martyr mars 2022. Une nuit enneigée dans une banlieue tranquille de Toronto. Il y eut un silence étrange alors que l'épais brouillard sur le lac Ontario semblait imprégner tout. Un paysage apparemment paisible était sur le point de devenir le théâtre d'horribles événements dans une maison de banlieue, entourée d'arbres cachés dans la pénombre. Après que sa vie s'est brusquement effondrée, Katrina Martin, 43 ans, résidente de banlieue, a commencé à formuler un plan qu'elle exécutait depuis des années. En plus d'être son conjoint, Richard Martin était aussi son confident, son meilleur ami et quelqu'un sur qui elle pouvait toujours compter. Pourtant, tout était faux. Katrina a découvert que Richard avait vécu 2 vies en 2009. Il sortait avec une autre femme et utilisait des mensonges et des justifications pour cacher les lacunes de sa réalité. Il a fallu beaucoup de temps à Katrina pour accepter la trahison. Au lieu de s'emporter ou de demander le divorce, il a pris une décision différente. En attente. De l'extérieur, rien n'a changé. Les vacances, la maison et les enfants. Katrina observa subrepticement son mari, le suivit et examina son mode de vie. Elle a alimenté sa colère et son désir de vengeance, s'aventurant dans les recoins les plus profonds de son psychisme. Au fil des années, les enfants grandissent et s'éloignent. Katrina est devenue de plus en plus distante, froide et seule. Il attend patiemment l'occasion idéale pour mettre en œuvre sa stratégie. Richard a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était, certain que personne n'avait remarqué sa liaison. Les soupçons n'étaient plus un problème dans son existence normale. Katrina était consciente qu'il lui faudrait du temps et de la planification pour réaliser son plan. Pour comprendre comment identifier et masquer les symptômes d'un empoisonnement, il a commencé à lire de la littérature médicale, à faire des recherches sur les poisons et même à suivre des cours de premiers secours. Elle est devenue une experte en planification et en patience, veillant à ne pas éveiller les soupçons. Katrina a décidé qu'il était temps au début de 2022. Les médecins étaient perplexes face à son choix d'un médicament à action lente qui aggraverait progressivement l'état de Richard. D'un point de vue médical, son état semble être une détérioration normale causée par le stress et le vieillissement. Elle faisait des recherches sur toutes ces maladies, était au courant des médicaments qu'il prenait et savait comment les remplacer secrètement par d'autres qui détérioreraient progressivement sa santé. Katrina commença modestement. Richard a ressenti de légers signes de douleur après qu'elle ait ajouté une petite quantité de médicaments à son alimentation. Sa santé s'est détériorée avec le temps. Il se plaignait de vertiges, de douleurs à l'estomac et d'une fatigue persistante. Les tests n'ont révélé que de légères anomalies attribuées à l'âge et au stress, et les visites médicales n'ont donné aucun résultat. Richard ne savait pas que chaque jour sa femme le rapprochait de la fin de sa vie. Son état s'était considérablement aggravé fin mars. Son teint était devenu d'un gris hideux et il pouvait à peine bouger du lit. Il semblait ressentir une compassion incomparable de la part de Katrina, qui était toujours à ses côtés, lui donnant ses médicaments et préparant ses repas. Elle a agi comme une épouse dévouée, aidant son mari de toutes les manières possibles dans cette période difficile. Derrière cette façade se cachait une vengeance froide et préméditée qu'aucun de ses amis ou voisins n'aurait pu prédire. Richard avait depuis longtemps cessé d'être une personne aux yeux de Katrina. Il était devenu l'incarnation de la trahison et la cause des souffrances qu'elle avait endurées pendant 13 longues années. Même s'il ne savait pas pourquoi cette souffrance lui arrivait, elle voulait qu'il la supporte comme elle l'avait fait, qu'il vive toute sa vie en souvenir de son erreur. Katrina a apporté à Richard une tasse de thé chaud un soir alors qu'il ne pouvait pas se lever du lit. Cette fois, il a ajouté la dernière dose mortelle. Elle le regarda siroter doucement le thé, se rapprochant de la fin à chaque gorgée. Elle lui lança un regard impassible et repentant. Votre attente de 13 ans prend fin à ce moment-là. Katrina n'était ni heureuse ni contente. Elle resta assise là et regarda Richard commencer à chercher de l'air. Ses yeux s'écarquillèrent de peur et sa gorge se serra alors qu'il essayait de parler. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il était en train de mourir. Lorsque Katrina l'a regardé dans les yeux, elle a vu la même angoisse et la même terreur qu'elle avait vécue pendant des années. Elle a observé sa souffrance jusqu'à ce que sa respiration s'arrête et que son corps devienne mou. Elle continua de s'asseoir à côté de lui, s'assurant qu'il était parti. Puis il se leva silencieusement, posa la tasse de côté et commença à nettoyer la maison. Elle savait que personne ne la soupçonnerait. Elle était l'épouse aimante qui avait soutenu son mari pendant des années, pleurant maintenant de manière inattendue son décès dû à une maladie inexpliquée. Katrina a soigneusement éliminé toutes les preuves afin que personne ne puisse établir son rôle dans sa mort. Lorsque les secours de Katrina sont arrivés, ils n'ont pu que déclarer Richard mort. La cause du décès était une insuffisance cardiaque induite par l'âge et le stress. Personne ne soupçonnait qu'il s'agissait d'un crime bien planifié, d'une sorte de représailles qui couvait depuis des années et qui arriverait à un moment inattendu. Même les plus proches de Katrina ignoraient le chemin terrible qu'elle avait emprunté pour en arriver là, et elle a joué son rôle jusqu'au bout. La vie de Cold Blood Catherine était calme et presque normale dans les jours qui ont suivi la mort de Richard. Son portrait de la veuve désemparée était si réaliste que personne ne la soupçonnait.
Son extérieur calme n'était en réalité qu'une façade qui cachait son inquiétude et son anxiété intérieure. Elle devait être prête à tout, car elle savait que bientôt quelqu'un pourrait commencer à poser des questions. Le vide mystérieux qui a suivi la mort de Richard était inattendu pour Catherine. Elle avait été sûre que le laisser partir la soulagerait, ou du moins la satisferait, mais au lieu de cela, elle ressentit un vide glacial. Elle avait l'impression d'avoir perdu à la fois son conjoint et l'objectif pour lequel elle avait travaillé si dur. Ce sentiment de perte la tourmentait chaque jour. Cependant, nous n'avions pas le temps de réfléchir. Il devait maintenant s'assurer que tout le monde croyait toujours en son innocence. Catherine a bien joué son rôle lors des funérailles de Richard. Elle a reçu ses condoléances et sa sympathie alors qu'elle se tenait à côté du cercueil. Personne n'aurait pu réaliser que les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas réelles. Il a soutenu les enfants de Richard, qui étaient revenus pour les funérailles de leur père, a discuté avec des proches et a répondu aux questions d'amis et de connaissances. C'est elle qui l'a tué, même si aucun d'eux ne s'en doutait. Catherine réalisa que quelqu'un avait commencé à poser des questions peu après les funérailles. Margaret, sa belle-mère, ne semblait pas pouvoir lâcher prise. La vieille femme était sûre que quelque chose n'allait pas avec le décès de Richard. Elle a été choquée d'apprendre que son fils venait de mourir d'une insuffisance cardiaque. Catherine remarqua que Margaret l'avait souvent appelée pour lui poser des questions sur les derniers jours de Richard, ses médicaments, sa santé et s'il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Catherine a répondu avec assurance, même si elle se sentait mal à l'aise lors de chacun de ces échanges. Il était conscient que les vrais problèmes commenceraient si Margaret continuait à chercher quelque chose d'étrange. Cela ne pouvait pas arriver, Catherine. Il a décidé qu'il devait fournir à sa belle-mère quelque chose pour détourner son attention d'un éventuel crime. Catherine a commencé à accueillir Margaret plus fréquemment, organisant des réunions au cours desquelles elle parlait de la difficulté de vivre sans Richard, de combien il lui manquait et de la difficulté de gérer sa vie seule. Il était conscient que verser des larmes et montrer ses émotions pouvait dissiper les doutes de Margaret. Dans une tentative de transporter les pensées de Margaret vers des jours plus insouciants, Catherine lui a offert d'anciennes photographies et histoires. Cependant, cela n'a pas complètement dissipé les soupçons de Margaret. Une nuit, lors d'une autre visite, Catherine constata que les questions de Margaret s'étaient multipliées. Il était curieux de connaître les médicaments précis que Richard avait pris, leur lieu de stockage et le médecin qui les avait recommandés. Catherine réalisa que ses tentatives pour calmer Margaret et sa patience ne fonctionnaient pas. Le moment est venu de prendre des mesures plus extrêmes. Catherine était consciente qu'elle pouvait continuer à détourner l'attention de Margaret ou trouver une méthode pour la faire taire. Il avait peur de cette dernière, mais il comprenait aussi que c'était peut-être le seul moyen de protéger son secret. Il commença à réfléchir à la manière dont il pourrait faire en sorte que Margaret cesse de poser des questions sans éveiller les soupçons. Catherine a proposé une nouvelle stratégie basée sur son expérience d'empoisonnement. Cette fois, pour affaiblir au lieu de tuer. Quelque chose qui rendrait Margaret malade, détournant son attention de ses soupçons et la faisant se concentrer sur son propre bien-être. Comme Richard, Catherine a décidé de commencer modestement. Il avait l'intention d'infuser des traces d'un produit chimique toxique dans le thé de Margaret lors de leur réunion. Tandis que Catherine procédait à l'administration du poison, tout en observant de près l'état de santé de sa belle-mère, les premières fois se déroulèrent sans problème et Margaret ne vit rien d'extraordinaire. Quelques semaines plus tard, Margaret a commencé à se plaindre d'étourdissement et de faiblesse. Il n'y prêtait pas beaucoup d'attention, supposant que c'était parce qu'il vieillissait. Mais Catherine savait que sa stratégie était efficace. Mais lorsque Margaret a pris la décision de consulter un médecin, les choses ont commencé à devenir incontrôlables. Catherine a réalisé qu'elle pourrait être exposée lorsqu'elle a commencé à subir des examens médicaux. Elle ne savait pas si les médecins trouveraient le poison ni combien de temps il leur faudrait pour découvrir la cause des symptômes de Margaret. Il semblait que tout le monde autour de Catherine commençait à soupçonner quelque chose et leur inquiétude grandissait de jour en jour. Après avoir vu Margaret à l'hôpital une nuit, Catherine s'est sentie mal à l'aise en rentrant chez elle. La maison dégageait une odeur subtile que je ne parvenais pas à identifier. En fouillant les pièces, il essaya d'en trouver la source. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il entra dans sa chambre. Il reconnut très bien la petite bouteille sur la table de nuit. Elle avait aspergé Richard de poison. Catherine ressentit une vague de peur. Elle était sûre d'avoir caché tous les signes de ce qu'elle avait fait. Pourtant, sa cache avait été découverte. Quelqu'un était au courant de ses actes. Comment cela était arrivé dépassait sa compréhension. Comment quelqu'un a-t-il pu entrer dans sa maison et découvrir la bouteille? Son esprit s'emballait et il ne pouvait pas l'arrêter. Il jouait avec elle. Elle avait été découverte et quelqu'un voulait qu'elle le sache. Catherine resta éveillée toute la nuit, essayant de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle était consciente du danger que cela devenait. Elle pourrait bientôt être exposée si quelqu'un découvrait ses mauvaises actions. Il lui fallait identifier ce quelqu'un et y mettre un terme. Mais qui sera ce? Marguerite, une connaissance de Richard?
Ou un de vos propres enfants, peut-être? Sa terreur augmentait chaque seconde. Je ne savais pas trop à qui faire confiance. Cependant, une chose était évidente. Je devais agir vite. Sinon, il devrait faire face aux conséquences de ses actes et de tout ce qu'il avait travaillé si dur à construire au cours des 13 dernières années. La consultation. Katrina avait découvert le petit récipient contenant des matières toxiques dans sa chambre quelques jours plus tôt. Elle s'efforçait de se dire que tout cela n'était qu'une coïncidence et que personne ne pouvait connaître son secret. Mais son esprit était en proie à l'incertitude et à la peur. Il réalisa que pour conserver son sang-froid et éviter de montrer son anxiété grandissante, il devait comprendre ce qui se passait. Soudain, 2 policiers ont rendu visite à Katrina le lendemain de la dernière séance de Margaret avec son médecin. Ils se sont identifiés et ont déclaré qu'ils avaient reçu l'ordre de mener une enquête complémentaire sur la mort de Richard. À première vue, il semblait s'agir d'un problème typique pouvant survenir à la demande d'un membre de la famille ou en raison de certains documents appartenant aux médecins participants. Katrina, cependant, était consciente que ce n'était que le début. Les policiers lui ont posé une série de questions assez courantes, notamment sur les derniers jours de Richard, quels médicaments il prenait et à quelle fréquence il rendait visite à des médecins. Katrina a répondu avec confiance, essayant de cacher son anxiété. Cependant, une de ces questions lui parut étrange. Ils lui ont demandé où se trouvait exactement le stockage des médicaments de Richard et s'il avait déjà observé qu'il était déplacé ou modifié. La question l'a pris par surprise et elle perdit momentanément son sang-froid. Elle a rapidement repris le contrôle, affirmant qu'elle avait toujours été responsable de tout. Après son départ, Katrina réalise que les choses commencent à devenir incontrôlables. Ce n'est pas ainsi que la police lancerait une enquête. Ils avaient été conduits là par quelqu'un qui en savait trop. La peur l'envahit. Il réalisa qu'il perdait le contrôle et ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer ensuite. Pendant ce temps, la sonde gagnait en puissance. Les policiers ont commencé à parler aux collègues de travail, aux voisins et aux médecins que Katrina et Richard avaient consultés. Les enquêtes devenaient plus spécifiques et certaines d'entre elles visaient manifestement à révéler les contradictions du récit de Katrina. Elle avait l'impression que les murs se refermaient sur elle et réalisait qu'elle pourrait tout perdre si elle n'agissait pas rapidement. L'enquêteur principal John Blake, l'un des policiers, s'est particulièrement intéressé à l'affaire. Il lui semblait étrange que quelqu'un meure subitement d'une insuffisance cardiaque à un âge où de tels problèmes étaient rares dans une région aussi paisible et prospère. Blake avait le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Il a commencé à examiner le dossier médical de Richard, en le comparant à l'histoire de Katrina et aux déclarations d'autres témoins. Blake avait de plus en plus de questions à mesure qu'elle approfondissait la question. Katrina faisait souvent référence à des drogues dans ses commentaires, mais il ne pouvait pas les identifier par leur nom. Elle a déclaré que lorsque son conjoint est décédé, plusieurs de ses voisins ont déclaré qu'elle était plutôt calme et sans émotion. Blake en fut alarmé et prit la décision d'en chercher davantage. Blake a commencé à traîner davantage dans le quartier, à discuter avec les voisins et à observer Katrina. Il voyait qu'elle était de plus en plus nerveuse et regardait souvent par-dessus son épaule lorsqu'elle quittait la maison. Il la regarda sortir rapidement des objets de sa voiture, comme s'il craignait que quelqu'un ne voie ce qu'elle cachait. Blake était sûr qu'elle cachait quelque chose et était déterminé à continuer de chercher jusqu'à ce qu'il trouve les réponses qu'il cherchait. Nouveau développement, Katrina sentit son monde s'effondrer et son pouvoir glisser entre ses doigts comme du sable. L'anxiété et la paranoïa ont assombri ses pensées dès qu'il a vu la bouteille sur sa table de nuit. Elle risquait désormais d'être exposée pour tout ce qu'elle avait méticuleusement planifié et réalisé au cours des 13 années précédentes. Il était conscient que s'il n'agissait pas immédiatement, toutes ses difficultés et tous ses efforts seraient vains. Même à l'hôpital, Margaret devenait de plus en plus méfiante. Son état de santé s'était détérioré et les médecins avaient déjà commencé à soupçonner un empoisonnement. Ils ne croyaient donc pas à des coïncidences. Pour aggraver les choses, l'enquêteur Blake avait commencé à poser des questions embarrassantes parce qu'il soupçonnait manifestement que quelque chose n'allait pas. Katrina avait froid à chaque fois qu'elle voyait sa voiture près de chez elle. Katrina est arrivée à une conclusion une nuit lorsque la maison est devenue silencieuse. Il était conscient que s'il ne faisait rien, Margaret serait la clé de sa dénonciation. Elle peut être arrêtée à tout moment en raison de l'hôpital, des médecins et des soupçons. Utilisant son approche typique, froide et analytique, il a pris la décision d'agir. Elle est allée à l'hôpital cette nuit-là. Il avait planifié à l'avance, connaissait les horaires des infirmières et savait quand se faufiler dans la chambre de Margaret. Dans la paume de sa main se trouvait une petite seringue contenant une dose qui éliminerait définitivement la menace de Margaret. Il se dirigea vers le lit de sa belle-mère et écouta sa respiration endormie. Puis quelque chose s'est mal passé, même si Katrina sentait qu'elle n'avait pas le choix. Alors qu'il soulevait la seringue, ses doigts tremblèrent, puis la porte s'ouvrit. Blake, l'enquêteur, était là. Tout était dans ses yeux lorsqu'ils rencontrèrent les siens. Compréhension, émerveillement et enfin résolution.
Le temps semblait ralentir, Katrina a été gelée, prise en flagrant délit et a réalisé qu'il n'y avait aucune issue. Le cœur de Katrina s'est mis à battre si vite qu'il avait l'impression qu'il allait exploser hors de sa poitrine. Il était conscient qu'il était inutile de chercher à justifier sa présence. Il n'y avait aucun mot pour exprimer ce que disait la seringue dans sa paume. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus fuir la justice ni se cacher. Katrina recula, tenant la seringue, tandis que Blake s'avança. Il se rendit compte que tout dans sa vie, sa victoire sur Richard, ses représailles, était en train de s'effondrer. Dans son dernier moment de désespoir, Katrina s'est poignardée à la cuisse pendant que Blake attrapait la seringue. Le monde autour de lui devint flou alors que la drogue commençait à agir instantanément. Blake courut vers elle pour tenter d'arrêter l'irrévocable. En entendant le bruit, les médecins se sont précipités et ont immédiatement commencé les procédures d'urgence. Après avoir perdu connaissance, Katrina a été envoyée aux soins intensifs. Même si les médecins ont pu la sauver grâce à leur action rapide, le poison a gravement endommagé sa santé. Ils l'ont enchaînée à un lit d'hôpital lorsqu'elle a repris conscience. Katrina était consciente qu'elle avait reçu sa rétribution, mais le prix était trop élevé. Désormais, tout dans sa vie était devenu un cauchemar auquel il ne pouvait échapper. Il a dû accepter le fait qu'il avait perdu à la fois son indépendance et sa santé. Katrina savait que son combat était terminé lorsqu'elle a été mise dans une voiture et envoyée en prison. Désormais, peu importe combien d'années il avait passé à chercher à se venger ou combien d'heures il avait passé à planifier chacun de ses mouvements. La justice l'attendait depuis qu'elle avait perdu. Peut-être qu'elle sentait dans son cœur que c'était ainsi que les choses devraient être. Une punition était nécessaire pour les erreurs qu'il avait commises. Alors que la berline de Katrina s'éloignait, l'enquêteur Blake regardait. « Avez-vous été satisfait d'avoir résolu l'un des cas les plus difficiles de votre carrière ?» Il s'est rendu compte que ce récit n'avait pas de gagnant, seulement des victimes, après avoir vu une dame dévastée par sa propre colère. Le procès et la condamnation de Katrina Martin ont attiré l'attention nationale et sont devenus l'événement le plus important de l'année. Cette histoire a été une surprise surprenante dans une banlieue de Toronto normalement calme et banale. Une mère apparemment normale et une épouse aimante se sont retrouvées au centre de l'une des enquêtes criminelles les plus complexes et les plus terrifiantes. Les allégations, qui ont choqué tous ceux qui connaissaient cette famille, l'accusaient d'avoir tué son mari, Richard Martin, et d'avoir tenté de tuer sa mère, Margaret Martin. La révélation des plans de vengeance impitoyables et méthodiques de Katrina sur une décennie était encore plus choquante. Parmi les personnes présentes à l'ouverture du procès se trouvaient des experts en droit, en médecine et en psychologie, ainsi que des membres des médias et des voisins de la famille Martin. Beaucoup étaient curieux de savoir ce qui pouvait motiver une femme apparemment honnête et compatissante à commettre un acte aussi horrible. Au cours du procès, qui a duré plusieurs mois, de plus en plus d'informations sur la vie et l'état mental de Katrina ont été révélées chaque jour. Dès le début, le procureur John Matthews, un avocat expérimenté et déterminé, a juré d'établir la culpabilité de Katrina ainsi que ses intentions malveillantes. Il a fait valoir qu'il y avait eu une préparation à long terme, une exécution et des tentatives de dissimulation du meurtre, ainsi qu'une activité criminelle délibérée. L'objectif principal de l'accusation était de montrer que Katrina ne s'était pas seulement terminée dans une situation terrible. Au lieu de cela, elle avait soigneusement préparé chaque mouvement, recherchant les poisons et leurs effets, contrôlant les gens et construisant la mère et l'épouse idéale, ce qui l'avait aidé à éviter les ennuis pendant si longtemps. L'affaire semblait à première vue assez simple. Les professionnels de la santé et les médecins légistes avaient déjà établi que le corps de Richard contenait un poison rare qui provoquait une détérioration progressive et horrible de sa santé. Cependant, l'équipe de défense de Katrina, dirigée par Robert Carmichael, a tenté de fonder son plan sur l'affirmation selon laquelle elle souffrait de mélancolie et de souffrances mentales importantes. Carmichael a déclaré que son comportement était le résultat d'une dépression émotionnelle que toute personne se trouvant dans des circonstances comparables peut vivre. Les voisins des Martin ont été les premiers à témoigner devant le tribunal. Selon eux, Katrina était une femme douce et gentille qui était toujours là pour son mari, surtout durant les derniers mois de sa vie. Nombreux étaient ceux qui disaient que Richard avait de la chance d'avoir une épouse aussi fidèle. Lorsqu'ils ont appris que Katrina avait peut-être contribué à sa mort, ces commentaires n'ont fait que rendre leur choc encore plus intense. Sur la base des témoignages de ses voisins, l'accusation a commencé à monter son dossier, démontrant comment Katrina avait caché ses véritables intentions pendant des années tout en se faisant passer pour une épouse aimante. Ils ont également fourni des preuves tirées de leurs propres écrits sur leurs études sur les poisons. Ces cahiers contenaient des pages manuscrites décrivant différentes substances, leurs effets sur le corps humain et comment les injecter secrètement dans des aliments ou des boissons. Cela est devenu une preuve cruciale que son comportement n'était ni impulsif ni le résultat d'un trouble émotionnel. Katrina est restée calme et sereine tout au long du procès. Même lorsque les images des derniers jours de son mari sont apparues à la télévision, son visage est resté inexpressif.
Richard avait l'air épuisé, son teint gris et pâle, comme s'il se détériorait progressivement sans se rendre compte de ce qui arrivait à son corps. Les examens médicaux n'ont donné aucune réponse définitive et les médecins de Richard ont également témoigné que son état de santé s'était soudainement et progressivement détérioré. Cela a fourni une preuve supplémentaire que Katrina a réussi à cacher ses activités. Lorsque la belle-mère de Katrina, Margaret Martin, est venue à la barre, ce fut le moment le plus terrifiant pour elle. Margaret a trouvé le courage de témoigner devant le tribunal et de donner sa version des faits malgré son âge avancé et sa santé défaillante. Il a expliqué comment la santé de Richard s'est brusquement détériorée et il a commencé à croire que quelque chose n'allait pas. Il a également raconté comment les visites de Katrina, qui comprenaient du thé et des collations, le rendaient malade. L'affaire a changé de cours grâce au témoignage de Margaret. Elle présentait également des traces de poison dans son corps, selon les médecins qui l'ont soignée. Cela suggérait que Katrina avait tenté de tuer Margaret pour l'empêcher de développer de nouveaux soupçons. Il n'y avait plus aucun doute quant au caractère délibéré de ses actes. Il est devenu clair que Katrina avait non seulement planifié le meurtre de son mari, mais qu'elle avait également tenté de cacher son identité en supprimant la seule personne qui pouvait être utilisée contre elle. John Blake, le détective, a également témoigné. Il a donné un compte rendu détaillé de l'enquête, de ses soupçons et de sa prise de conscience croissante que la mort de Richard était intentionnelle. Il pensa à la nuit où il avait découvert Katrina au chevet de Margaret, tenant une seringue à l'hôpital. Leur enquête a atteint son paroxysme à ce stade, aboutissant à l'arrestation de Katrina et aux accusations portées contre elle. Black a subi un interrogatoire long et dur. L'avocat de la défense a tenté de mettre en doute ses techniques d'enquête, arguant qu'il avait peut-être commis une erreur en se fiant uniquement à son instinct et à certaines preuves. Cependant, Blake a gardé son sang-froid et son assurance en répondant à toutes les demandes et en fournissant au tribunal des rapports exhaustifs et des pièces justificatives, éliminant ainsi toute incertitude quant à la culpabilité de Katrina. De longues périodes de temps ont été consacrées à discuter de l'affaire. Les jurés devaient comprendre les motivations de Katrina et évaluer les faits. Sa motivation pour commettre cet acte était-elle simplement une représaille ou s'agissait-il de quelque chose de plus nuancé? Les psychologues appelés au procès ont tenté d'utiliser la douleur psychologique causée par l'infidélité de son mari pour justifier leurs actes. L'accusation a cependant soutenu que les actions de Katrina étaient froides et délibérées. La tension dans la salle d'audience était évidente lorsque le jury s'est retiré pour examiner le verdict. Tout le monde était conscient que l'issue affecterait non seulement le sort de Katrina, mais aussi la manière dont la société percevrait des crimes similaires à l'avenir. Le jury est revenu avec son verdict 2 jours plus tard. Katrina Martin a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération après lecture du verdict. Alors que Katrina était escortée hors du palais de justice, menottée, elle a gardé son sang-froid et son attitude inébranlable. Ses yeux étaient lointains, comme s'il l'avait déjà accepté comme un fait. Beaucoup ont tiré une leçon précieuse du procès Katrina Martin. Il a illustré comment les représailles et la colère peuvent transformer un être humain en un monstre capable de commettre les actes les plus odieux. Cela a également soulevé un certain nombre de questions liées à la santé mentale et aux effets comportementaux possibles d'un traumatisme émotionnel. Cette affaire marque un tournant majeur dans la carrière du détective John Black. Malgré la résolution d'un des cas les plus difficiles, il n'était pas satisfait. Il s'est rendu compte que ce récit concernait des vies brisées et non des gagnants. Malgré sa culpabilité, Katrina était aussi, dans un certain sens, une victime. Victime de ses sentiments et de son incapacité à gérer la trahison.